Alors, une fois n'est pas coutume, je commence avec le Bitcoin, cette analyse. Pourquoi le Bitcoin? Parce que je pense que ça reflète assez bien en ce moment l'appétit pour le risque, ou au contraire l'aversion au risque des investisseurs, et que on est sur un niveau très important qui pourrait nous donner une indication pour les jours et semaines qui viennent sur les marchés actions. Donc, on a vu que par rapport à octobre, 25 octobre 2025, on avait commencé cette baisse. Qu'on avait pu tracer une oblique qui avait fait résistance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, et que la septième on avait travaillé, on avait cassé. Donc je pourrais éventuellement supprimer cette oblique baissière, mais je la laisse parce que cette résistance peut devenir un support dynamique si on continue de baisser. Donc c'est pour ça que je la laisse. Donc on avait commencé à former ce canal haussier. J'avais dit qu'on pouvait aller chercher 100 000 voire 105 000 sans mettre en cause la structure de consolidation actuelle. Et on est allé chercher seulement 98 000. Et on est cette semaine allé tester le bas du canal. Et là, on travaille dessus, on travaille dessus. Alors, je me suis mis en ligne. Toute la semaine, là, on a vraiment travaillé. Et on est dimanche, il est 10h30 du matin en France. Et on essaye de casser. Donc la journée n'est pas terminée. Il faut voir ce soir comment ça finit, si on reste dans ce rectangle, voire même si on réintègre le canal, ou si au contraire on reste en dessous. Et dans ce cas-là, avec une possibilité d'accélération à la baisse qui serait privilégiée. Auquel cas le niveau là il est évident, c'est dans la zone entre 76 et 78 000. Donc on va dire on a un objectif moyen à 77 000 environ. Et si on arrive là, je vais prendre personnellement quelques achats, sachant que on pourrait ensuite aller plus bas, vers 60 ou 58 000, voire même 50 000, mais c'est un autre sujet. Pour l'instant, on a un premier niveau de support ici qui est quand même très important, et donc sur lequel on devrait avoir une stabilisation ou un rebond. Donc par rapport au niveau actuel, on est à peu près à moins 13%. Donc ça, je surveille ça, et mon scénario pour la semaine. Donc si on réintègre, il faudrait qu'on le fasse quand même aujourd'hui, avant ce soir, on peut aller chercher encore le canal, sinon on va chercher la résistance, le support pardon, à 77 000. Concernant le SP500, alors on a fait une semaine intéressante. Donc moi, vous le savez, je souhaite une petite correction avant de me replacer massivement sur les actions. On a toujours ces traits ici qui symbolisent la divergence baissière en hebdomadaire qui est toujours valide, mais qui n'a pas encore donné qui n'a pas encore fait d'effet, et qui peut en faire. On avait cette oblique haussière en journalier cette fois. On a ouvert en gap baissier sous l'oblique avec un beau mouvement de baisse. Et donc ça c'était mardi, lundi il n'y avait pas de cotation. Et le reste de la semaine, on est allé rechercher le haut ici. Alors pas l'oblique, mais cette résistance horizontale qui était éventuellement cette petite épaule, tête épaule dont on avait parlé, qui était le haut de l'épaule. Et on est juste en dessous. Donc tout est possible. On sent quand même un petit peu de fébrilité sur les marchés avec tous les sujets, on va dire, géopolitiques. Et ça pourrait être quand même l'occasion pour les opérateurs de prendre des bénéfices et puis d'aller chercher plus bas. Donc c'est toujours ce que je vise. Maintenant, non, c'est pas encore validé. Pour que pour que ce scénario soit vraiment fort, il faudrait qu'on vienne clôturer sous les plus bas de mardi, donc vers en dessous de 6780, on va dire. Et là, en principe, il y aurait plus grand chose. On aurait un premier niveau à 6720, mais le niveau suivant serait vers 6550. Donc ça serait le premier objectif de correction, qui est par rapport au niveau de clôture qui est à peu près à 5,5%, et le second niveau idéal, ce serait vers moins 11,5%. Donc rien de neuf dans mon analyse. On a eu un premier signal qui me conforte dans le fait qu'on peut aller plus bas. Donc voilà, il faut observer et jouer les niveaux. Moi, je reste modèle pour l'instant. Aujourd'hui, je vous parle aussi un peu plus longuement du Nasdaq. Je n'en parle pas d'habitude parce qu'il est très proche du S&P. Mais comme le Nasdaq, c'est l'indice qui est le plus volatile, c'est intéressant de voir ce qui s'y passe et ce qui peut s'y passer en cas de correction un peu plus importante. Sur le Nasdaq, donc on a eu cette ouverture en baisse. La configuration est un tout petit peu différente.
on voit qu'on peut avoir deux lignes, deux obliques, une qui rejoint les cours de clôture et qu'on a ici réintégré jeudi et vendredi, et une qui rejoint les plus bas, et celle-là on n'a pas réintégré. Donc on est un petit peu au milieu, ça montre un petit peu l'hésitation qu'il y a en ce moment. Mais mon message sur cet indice, vu que c'est celui qui représente aussi les plus grosses capitalisations sur le marché américain, mon propos c'est de dire on peut tout à fait perdre 30 à 40% sans remettre en cause la tendance haussière de fond. Donc pour vous montrer ça, je vous montre l'indice sur du très long terme avec ce qui s'est passé pendant les précédentes crises. Donc on a eu la crise de 87, et pendant la crise de 87, alors je vais enlever ça parce que on avait perdu environ, donc on avait perdu environ 40%. Bon. Mais on n'avait pas remis en cause la tendance haussière précédente parce qu'on avait clôturé sous le dernier plus bas. Donc c'était une correction de 40%, mais il n'y avait pas de changement de tendance. Pendant la crise de 89-90, on avait perdu un peu moins, on avait perdu 32%. Et c'est un peu le même principe. Alors là, on avait quand même eu une première alerte, on avait cassé ce plus bas, mais on était venu se poser sur le plus bas précédent. Donc là, il y avait finalement un peu moins de correction, mais une alerte un peu plus forte, et ensuite on était reparti à l'autre. Donc on a une baisse de 40%, une baisse de 30%, et ensuite une très longue tendance haussière. Et dans cette tendance, si on reprend après la crise, par exemple ici au-dessus des derniers plus hauts, on avait gagné jusqu'en 2000%. D'accord? 1000%, ça veut dire fois 21. Ça, c'était à partir de 91. Si on prend par rapport à 85, on était à 4500%, c'est-à-dire fois 46. Il faut quand même se rendre compte de ce que ça représente en 15 ou 10 ans. Vous avez investi 10 000 euros, vous vous retrouvez entre 200 et 400 000 euros. Et là, cette période-là, elle est intéressante à analyser parce qu'elle ressemble à la période actuelle. On a eu, alors là, quand on voit ce graphe, on dit bon, bah, on a une petite correction, c'est pas grand-chose. Et bien, figurez-vous que cette petite correction, entre le point haut de mars 2000 et le point bas de mai, du mois de mai, on a 40% de baisse. Voilà, 40%. Et quand on voit ça, on se dit bon, alors c'est vrai qu'on avait pris entre 2000 et 4000%, selon là où on prend le point de départ. Mais quand on vit 40% de baisse, on vit différemment. C'est quand même assez énorme. Quand les marchés perdent 3 ou 4% dans une journée, c'est un peu la peine. Donc on avait eu ces 40%, on était revenus se poser là, on n'avait pas refait le plus haut, et là on avait cassé. Et là on est rentré dans une vraie tendance baissière. Et donc là c'est plus 40% dont on parle. Entre le plus haut ici de 2000 et le plus bas de 2002, on avait perdu 83%. Alors, il faut se rendre compte ce que ça représente. Ça veut dire que si vous aviez investi 100 000 dollars là, il vous en restait 16 000 ici. Là, si vous avez investi 100 000, que vous êtes là, que vous vendez au plus bas, il vous reste 60 000. Là, il vous reste 16 000. Donc, autant dire que on perd tout, et que il faut beaucoup, beaucoup d'années. Hein. Là, on était en 2000 pour revenir après les plus hauts de 2000, il a fallu attendre 2017. Donc, 17 ans pour revenir au-dessus des anciens plus hauts. Moi, à titre personnel, j'ai pas 17 ans devant moi pour investir. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours peur des baisses. Alors, long terme, si on fait du DCA, on gagne, etc. Oui, mais avec ce genre de baisse et ce genre de période très très lente, assez lente de reprise, il faut quand même être un peu patient. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, alors clairement, on est dans une tendance haussière depuis de toute façon depuis 2009. Donc c'est une très très grande, très longue tendance haussière. Et on a un petit peu oublié ce qui pouvait se passer sur le marché. Donc c'est pour ça que moi je dis bon, on a un potentiel de hausse, on peut aller encore faire 13 à 15% de plus dans les prochains mois, si on se base juste sur les canaux.
On peut très facilement revenir sur les derniers petits supports à moins 5%, donc ça c'est pas grand-chose. On peut facilement revenir sur le niveau d'avant les tarifs à moins 15 ou 16%. Donc le précédent niveau le précédent plus haut. Et on peut tout à fait baisser de 36% notre tarif sans que cela remette en cause la tendance haussière de fond. Voilà. Donc c'était ce que je voulais vous montrer, c'est de dire bien sûr le marché est haussier, mais attention, il y a quand même une vigilance à avoir. Moi personnellement, j'ai du mal à supporter des baisses de 30 ou 40% sur mon portefeuille. Donc je préfère perdre un petit peu avec des outils de couverture qui me protègent mal, mais être serein pendant la baisse et pouvoir acheter à des meilleurs prix. C'est le discours que je vous tiens depuis le début, mais je voulais illustrer avec le Nasdaq pour vous montrer qu'une baisse de 35-40% ne remettrait pas en cause, parce qu'en fait si on prend les plus hauts ici à 40, je pense, hop, on est 37, 38. Ne remettrait pas en cause la tendance haussière de fond. En revanche, si on devait casser ce niveau, là, on pourrait rentrer dans un mouvement dramatique euh, qu'on a vécu précédemment. Ici, là, on est déjà à moins 60% de baisse. Là, on est à moins 81%. Oui, alors je vous ai pas montré. Enfin, si, je vous l'avais montré. On avait dit, je crois, on a atteint 84% de baisse sur les 83, 84. Donc, si on venait rechercher l'ancien plus haut de la très grande précédente tendance, par rapport au niveau actuel, on serait dans les mêmes ordres de grandeur, avec une baisse de 81,5%. Donc c'est pas du tout impossible théoriquement parlant, sachant que il y a quand même des problèmes de fond, des problèmes économiques de fond qui sont liés à l'endettement, qui sont liés à la suprématie du dollar, au fait que le dollar via crédit financé par des pays qui sont de plus en plus réticents à le financer, la Chine ça fait un moment, l'Europe ça commence étant donné ce qui se passe avec le Groenland. Donc on marche quand même un peu sur un fil à mon avis, et c'est le genre de risque qui n'est pas qu'il faut pas exclure. Euh, bon, mais ça se fera, si ça doit se faire, ça se fera en deux temps. Et si déjà on a la chance de perdre 38%, là, on aura vraiment une zone d'achat très très intéressante. Et voilà, si ça fait comme en 2000, on aura un rebond et ensuite une cassure. Le rebond qui avait eu lieu ici, il était quand même de 44%. Donc c'est pas négligeable. Donc voilà mon scénario globalement. Si ça continue de monter, alors là, je deviendrai vraiment très très vendeur si on prend 15% et qu'on arrive vers 29. Et donc à mon avis 30 000 parce qu'on va toujours chercher les nombres ronds. Donc si on va sur 30 000, là je deviendrai vendeur de manière assez agressive. Si on s'arrête là et qu'on fait une petite correction, je surveille, je commence à acheter et je surveille les niveaux, voir si on va plus bas ou si on consolide et qu'on va d'abord chercher un dernier plus haut. Alors la semaine dernière, je vous ai présenté 10 valeurs françaises que j'avais déjà en portefeuille et je vous avais dit que j'en avais 10 autres. Donc je vous les présente maintenant, toujours par ordre alphabétique. Donc on reprend la lettre L avec Elena Santé, LNA, les trois lettres, qui veut dire le noblage. Donc c'est un concurrent direct anciennement Orpea, mais beaucoup plus petit, beaucoup mieux géré, très bien géré comme entreprise. Donc c'est pas du tout ce graphique, c'est celui-là. C'est comment dire, c'est un domaine d'activité qui est assez compliqué, les marges sont faibles. Le noblage, ils ont fait beaucoup d'investissements de rénovation des bâtiments, etc. Et il me semble très bien positionné sur ce marché qui ne souffre pas de problèmes de demande. Ça reste un secteur compliqué à cause des marges, mais il n'y a pas de problème de demande avec le vieillissement de la population. Donc là, on est en mensuel, on est sur un support oblique potentiel. Donc si ça casse, là on est à 23,4. On aura un premier support à 20,7, un second vers 17,5. Donc ça, c'est une entreprise que je ne, enfin, sauf accident majeur de parcours ou news particulière, mais sinon c'est une entreprise que je vends pas, que j'accumule pour le moyen terme. Donc quand je dis moyen long terme, c'est entre 1 et 3 ans. Toutes les actions que je vais vous présenter, c'est un petit peu dans cette approche d'investissement entre 1 et 3 ans, sur lesquelles je vise au minimum 50% de plus-value et plus évidemment, possiblement. Donc voici pour le noblage. La seconde, c'est Peugeot Invest.
Donc Peugeot Invest, leur ligne principale c'est Stellantis, mais c'est un conglomérat financier, donc ils ont aussi un équipementier auto, et c'est un secteur sur lequel je pense que qui est en train aussi de se retourner tout doucement à la hausse, il avait beaucoup souffert. Et ils ont d'autres lignes, d'autres entreprises dans d'autres secteurs d'activité, mais qui représentent une part minoritaire de leurs investissements. Donc c'est ma manière à moi de jouer Stellantis, avec aussi un équipementier et d'autres petites activités. Donc là, on est dans un grand range depuis plusieurs mois. Donc on peut acheter le bas et puis éventuellement si on veut le vendre le haut. Mais c'est pas mon approche. J'essaie d'accumuler au meilleur prix. Et tant qu'on presse comme ça sur la partie haute, ça c'est positif. Donc si on casse, là on va libérer un potentiel de hausse important, de l'ordre de 50% à mon avis, voilà, à peu près 50% exactement. La valeur suivante c'est Ricard, Pernod Ricard. Donc ça c'est une valeur qui a été vraiment massacrée, euh, puisqu'on était là, on cote actuellement à 75. Si on reprend en mai 2023, on était à 220. Donc on a perdu 65% environ, avec une situation financière qui est relativement saine. Voilà, je crois qu'on est dans une zone d'achat, d'accumulation en tout cas intéressante. C'est une valeur qui donne du dividende, donc si on l'affiche avec les dividendes déjà réajustés, on voit quand même qu'on est toujours dans une zone d'achat potentiellement intéressante. Donc c'est graphique avec dividendes réajustés. Il y a que la dernière valeur qui est correcte, c'est-à-dire que le reste il est recalculé comme si on avait pris les dividendes et qu'on les avait réinvestis dans la valeur. Concrètement, si on regarde à très long terme, ça veut dire qu'ici en 94, avec dividendes réajustés, c'est comme si on l'avait acheté 5 euros, alors que si on regarde la vraie valeur de marché, elle était à 10 euros. D'accord. Donc ça permet de voir que le dividende produit sur du long terme des revenus supplémentaires. Puisqu'en achetant 5 euros avec au prix actuel, on a 2 fois plus que si on avait acheté 10 euros. La valeur suivante, c'est Sodexo. Sodexo, je vous l'avais présenté une première fois j'avais pris une position, j'avais dit voilà comment moi je mets mes stops. Donc j'ai été exécuté sur les deux stops. Je suis quand même revenu. Bon, c'est une valeur que j'avais achetée sur cette zone-là, et puis on avait cassé, donc on avait continué. Là, je le fais pas en approche trading, je le fais en approche investissement moyen terme. Donc pareil, je n'ai plus de stop. Et on est vraiment dans une zone d'achat intéressante avec là encore des valorisations qui sont tout à fait intéressantes. Je rentre pas dans le détail des valos, mais je les ai toutes regardées avant de faire la vidéo. Ensuite, on a Téléperformance. Alors Téléperformance, là c'est pareil, ça a été vraiment totalement massacré. C'était un petit peu la star du CAC 40 jusqu'à un moment, et puis alors jusqu'en janvier 2022. Alors depuis janvier 2022, on a perdu jusqu'à 86%. Voilà. Quand on regarde les fondamentaux, c'est très 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 étonnant. Et du coup, on est vraiment sur une valeur pas chère. On se paye 8 fois les ventes. On était monté jusqu'à 50 fois en 2020. On était en moyenne plutôt à 25 fois. On a encore un taux de marge là. Alors, il n'y a pas encore les résultats consolidés de 2025. Mais en 2024, on était à 5,09%. Ils sont estimés là à 4,87. Bon, en 2020, on était à 5,65. C'était pas non plus, il n'y a pas une énorme différence. Le chiffre d'affaires par action, en fait, il explose. Il continue de monter. Hein. On voit que le chiffre d'affaires 2024, alors il faudra voir 2025, mais si d'ailleurs on peut voir un petit peu si on passe en semi-annuel là, puisqu'on a quand même le premier semestre 2025. Donc on voit qu'effectivement par rapport au premier semestre 2024, on avait augmenté. Par rapport au deuxième semestre 2024, on avait légèrement diminué, à 86 au lieu de 87. Mais c'est pas bon. Je trouve qu'il y a vraiment une exagération dans la vente de cette action. Donc je l'achète tranquillement. Là, c'est à mon avis un très bon niveau. Ça n'empêche pas que si le marché continue de vendre massivement, on pourra aller même jusqu'à le 33. À ce moment-là, ça sera encore une meilleure opportunité. Donc
toute chose égale par ailleurs. Mais pour moi, bon, c'est un secteur d'activité que je n'aime pas parce que je déteste me faire appeler pour des démarchages téléphoniques. Pour autant, c'est pas un secteur d'activité qui est mort. Et l'IA ne va pas. Enfin, je pense que l'IA est un levier et pas un frein au développement de cette activité. Donc voilà pour cette valeur. La prochaine, la suivante, c'est QI. Ils font des croisières, ils ont aussi des centres de vacances. Donc on est dans le domaine des loisirs. Et ils ont eu pas mal de difficultés. Là, on était en 2000 à 150 euros l'action. Là, on est à 10 euros l'action. Financièrement, on est correct et on est en train de construire je dirais cette sorte de drapeau. Ouais. En tout cas, on voit qu'on fait des plus bas à moins bas et qu'on vient tester l'ancien support qui fait maintenant résistance. Donc, si on arrive à casser, on a un très très beau potentiel. Là, on est à plus de largement, on est à x3 quasiment. On est à 150%, on est à x2,5. Donc moi, je vise un retour sur 22 sur cette valeur du tourisme. Donc, mon ordre de temps, hein, je vous répète, c'est entre 1 et 3 ans. Hein, faut être un peu patient. Une autre valeur, TF1, alors, qui est une société très très bien gérée. Ils n'ont aucun problème financier. Et on voit que depuis 2020, ça consolide dans ce triangle. On arrive vers le bout, donc on va bien finir par en sortir. Et moi, je parie sur une sortie par le haut, parce que c'est le genre de valeur que le marché va peut-être rechercher dans des phases où il y a un peu plus de prudence, c'est des valeurs plus défensives. C'est une valeur qui produit du dividende, donc si on la réajuste avec le dividende, on voit que le graphe, bon, évidemment, il change un peu. Mais on reste quand même sous cette oblique baissière. Bon, les points sont plus les mêmes. Euh, et donc il y aurait une nouvelle, en fait, il y aurait une nouvelle ligne de tendance ici. Et donc la configuration est un peu la même, une sorte de biseau. Donc de toute façon, moi je parie pour une sortie par le haut. Évidemment, si on sort par le bas, bah, on devra tester les nouveaux supports pour reconstruire autre chose. Mais je trouve que il y a assez peu de risques sur cette valeur. Alors la suivante, c'est Vusion Group. Vusion, ils font des étiquettes. Ils avaient un autre nom avant, j'ai oublié le nom. Ils font des étiquettes, comment dire, qui sont numériques. Dans les magasins, chez Carrefour, partout, vous voyez ces étiquettes avec les prix affichés et ils peuvent les changer avec des machines directement. C'est une valeur qui est vraiment survendue à mon avis. Je pense que le marché a peur des gros investissements qu'a fait, auquel procède l'entreprise depuis 2 ans. Donc déjà c'est une entreprise de croissance. On voit que voilà, le chiffre d'affaires il augmente bien. C'est une entreprise qui cette année fait des pertes et on va voir pourquoi. Donc le price to sales ratio, donc par rapport au chiffre d'affaires, il est correct en ce moment. Et donc pourquoi on fait des pertes? Parce que ici, capex per share, donc les dépenses d'investissement ont explosé. On voit que bon, à partir de 2019, il y a eu une augmentation assez importante entre 2018 et 2019, et qu'ensuite c'était assez régulier. Et alors là, 2023, on augmente encore beaucoup, et 2024, on explose. C'est une entreprise qui investit massivement dans l'intelligence artificielle et dans le passage au mode SaaS pour inciter ses clients donc à utiliser, enfin comment dire, euh, à, à stocker toutes leurs données dans le cloud et à pouvoir avoir une gestion beaucoup plus active sur leur prix et donc de s'adapter en fait, d'adapter l'offre en fonction de la demande de manière beaucoup plus agile. Donc c'est un gros pari. Cette entreprise est un pure player dans son domaine. Tous les grands distributeurs l'utilisent. Je pense qu'ils ont fait ça aussi pour pas se faire piquer le marché et pour être toujours à la pointe. Donc moi je trouve que c'est positif. Maintenant évidemment c'est des gros investissements, donc si l'adoption par les clients est plus lente que prévu, il va falloir plus de temps pour rentabiliser ces investissements et ils pourraient se retrouver dans une situation financière peut-être un petit peu plus fragile.
Bon, mais ça reste, à mon avis, un très beau pari. Et c'est pour le coup une société de croissance qui se paye pas cher, je trouve. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé ici, j'avais à 160, j'avais ouvert une ligne, et ensuite j'avais mis des ordres d'achat quand j'ai vu que ça continuait à baisser, à 154, vers 142 et à 130. Donc ils ont tous été pris. Là, voilà, ça a rebondi. Est-ce que c'est rebond du chameau et on va continuer, ou est-ce qu'au contraire, on pourrait se faire un des bottom et revenir sur les 200? Tout est possible. Donc si maintenant ça va un peu plus bas et que je vois qu'on stabilise, ben, je reprendrai. Toujours pareil, je suis dans une optique moyen terme. Alors, une autre action qui a perdu 98,5% depuis 2021, c'est Worldline. Worldline, c'était une action de magazine, comme Investir en parlait, en disant il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter. Bon. Euh, et puis, ben voilà, ça a été une catastrophe industrielle, entre guillemets. Donc, on est dans les moyens de paiement. C'est une entreprise qui a toujours beaucoup, beaucoup de dettes, mais qui est valorisée à un niveau de quasiment de faillite. Donc, il continue de faire du chiffre d'affaires. Euh, il continue de faire un chiffre d'affaires qui est tout à fait correct. On est quasiment à 5 milliards et on capitalise 424 millions. 0,1 fois le chiffre d'affaires. Le problème, c'est la dette. On a 4 milliards de dette. Mais moi, je joue la recovery et au pire, je me dis que ils se feront racheter par un concurrent et qu'à ce prix, bon, il y a toujours un risque, hein, clairement, il y a toujours un risque. Euh, c'est pas c'est pas une grosse ligne dans le portefeuille qu'il faut prendre. En revanche, en cas de rebond, enfin, j'ai deux niveaux en fait. Donc là, je prends des positions sur les niveaux actuels. Et si on casse ce niveau, on peut encore diviser par deux, hein, de toute façon. Mais là, je prends. Et mon premier niveau, il est à 3, donc ça veut dire 100%. Si on y arrive, je vends la moitié, et là, je suis tranquille, j'ai une position gratuite, et là, je peux attendre. Mon niveau majeur, c'est 22. Donc là, entre 3 et 22, on est à x7. Donc là, ça devient intéressant. 22, c'est quoi? C'est l'ancien gap, l'ancien gap de octobre 2023. Et avant ça, on a quand même ce niveau-là à 16. Voilà. Donc c'est un petit peu, c'est très spéculatif, on va dire. Il n'y a pas vraiment de signal, mais de toute façon, si on voulait un signal technique, graphique, alors si le premier signal graphique propre, il serait déjà au-dessus de 1,60, puisqu'on est en train de faire cette figure. Et là, on pourrait renforcer si on clôture au-dessus de 1,60 et qu'on confirme la semaine suivante. Si on ne réintègre pas ce range. Et là, ensuite, effectivement, on pourrait libérer le potentiel pour aller chercher 3. Voilà. Donc, ceux qui sont un peu prudents, s'ils cherchent un signal, c'est la cassure validée de 1,60. Dernière valeur qui n'est pas du tout une valeur française, mais je voulais vous la présenter, c'est Pax Seguro. Là, on est au Brésil et on est encore dans les moyens de paiement. C'est une valeur de croissance, c'est le Brésil et c'est plutôt assez décoté aussi. On est à 10, on doit être en dollars. On est à 10 dollars, on va aller 60 dollars en 2021 et financièrement on est plutôt pas mal. On voit c'est une belle société de croissance. On capitalise à peu près une fois le chiffre d'affaires. On a un PER de seulement 8,5. Donc ça, c'est vraiment faible. On voit qu'ici, le PER en 2020 est à 75, 32 en 2019, 23 en 2018. Bon. Donc en plus, on a des marges. Alors elles ont été divisées par deux depuis, mais on est toujours sur des marges qui sont quand même pas dégoûtantes. Quoi. On tourne autour de 10-11% depuis 2021. Bon, voilà, ça se paye pas cher. Ça se paye pas cher et on voit que le chiffre d'affaires par action évidemment continue à bien progresser, sachant qu'ils ont plutôt racheté des actions. Donc société bien gérée, avec un beau potentiel à mon avis de croissance. Il y aura une résistance vers les 14-15 dollars. Donc ça sera un premier niveau où on peut encore consolider. Et ensuite après ça peut pas mal exploser à la hausse. Voilà pour toutes ces valeurs. J'en ai plein d'autres que
je garde tout le coude entre guillemets parce que pour moi c'est pas, on n'est pas encore dans le niveau d'achat. Comme par exemple Ferrari qui est une superbe valeur et j'espère encore un petit excès baissier pour rentrer au meilleur prix. Le secteur du luxe français c'est pareil, j'espère un excès baissier pour rentrer par exemple sur LVMH qui est la plus équilibrée des trois, mais bon si Hermès de beaucoup aussi ce serait une très belle valeur. Voilà, donc il y en a pas mal, mais je vous en parlerai au fur et à mesure. Non, pas, je vous en parlerai au fur et à mesure que les niveaux de prix sont atteints. Voilà, donc comme d'habitude, dites-moi s'il vous plaît ce que vous pensez de ces analyses. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres actions qui vous intéressent, que vous regardez, qui sont selon vous des opportunités? Mettez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de regarder ça. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à bientôt.